Bonjour, je m'appelle Johan van den Ende, je suis avocat, je suis l'associé fondateur de VDE Légal, dont vous trouverez les références derrière moi, et je travaille en partenariat avec la société fiduciale, plus particulièrement spécialisée dans l'expertise comptable et l'assistance aux PME, indépendants et PME. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement, et certainement pas de manière exhaustive, de la loi de 2009 sur la continuité de l'entreprise. La loi de 2009 sur la continuité de l'entreprise, dans l'idée du législateur, a été de considérer, à juste titre, quand on voit actuellement la crise sanitaire par exemple, que les entreprises pouvaient avoir momentanément des problèmes de solvabilité sans que, en fait, leur business model soit remis en cause fondamentalement, mais qu'un besoin de trésorerie pouvait faire qu'on soit éventuellement au bord de la faillite, au bord de la cessation d'activité. Et donc, pour assurer la continuité malgré les difficultés passagères de trésorerie, on a mis en place une loi pour gérer l'insolvabilité momentanée. C'est la loi sur la continuité de l'entreprise qui, notamment, met en place la PRJ, c'est-à-dire la procédure de redressement judiciaire, et plus particulièrement le sujet d'aujourd'hui, la procédure de réorganisation judiciaire. Alors, de quoi s'agit-il? Je viens de vous le dire, effectivement, c'est un problème de gestion d'une crise de continuité, de solvabilité passagère. Il s'agit effectivement d'assurer la continuité d'une entreprise qui a momentanément un vrai problème de solvabilité. Alors, procédure de réorganisation judiciaire, premièrement, c'est une procédure, c'est-à-dire que c'est une procédure qui va être menée devant le tribunal de l'entreprise, du lieu où vous êtes établi. Alors, qui peut s'adresser au tribunal de l'entreprise dans ce type de demande? Cela va de l'indépendant qui travaille seul jusqu'à la multinationale. Toute entreprise, soit fait-elle petite ou grande, peut s'adresser au tribunal pour trouver éventuellement une solution à un problème momentané de continuité. Donc je disais procédure, c'est donc vous vous adressez au tribunal de l'entreprise. Comment fait-on cela? On adresse une requête. Et je sais que le premier réflexe quand on entend le mot procédure en Belgique, c'est de se dire, mon Dieu, combien de temps ça va-t-il nous prendre? En l'espèce, il s'agit d'une procédure qui va être relativement rapide. En 2 ou 3 mois, vous allez pouvoir avoir un jugement définitif qui vous mettra ou non à l'abri de vos créanciers. Donc c'est une procédure qui est rapide. La procédure s'introduit par une requête. Cette requête, elle est accompagnée d'un dossier qui n'est pas en soi un dossier particulièrement difficile à constituer, puisque l'essentiel de ce dossier est d'une part de fournir au tribunal vos comptes, notamment les 2 derniers bilans qui ont été publiés à la Banque nationale, et une situation comptable qui est intérieure de moins de 3 mois. Donc c'est pour avoir réellement un cliché de la situation de l'entreprise au jour où vous déposez la requête. Et donc je disais, nous allons parler de la réorganisation judiciaire plus particulièrement. Vous déposez la requête et la première chose ipso facto que le tribunal va faire, c'est vous désigner pour vous assister un juge délégué du tribunal. Ce juge délégué, il est là pour vous aider à comprendre les différentes étapes auxquelles vous allez être soumis dans la procédure en question. Ce qui ne veut pas dire que ni votre avocat ni votre expert comptable n'ont pas un rôle extraordinairement important à jouer. Parce que il y a d'abord la situation comptable certifiée qui va devoir être déposée lors de la requête, mais lors de la requête, il faudra aussi déjà prévoir au minimum un plan de réorganisation, un business plan, un plan financier qui va pouvoir montrer qu'effectivement, si vous continuez votre activité, vous êtes susceptible, avec un certain délai, de rembourser l'entièreté de vos créanciers, totalement ou partiellement. Et ça, c'est l'intérêt de la procédure, c'est que, éventuellement, si vous trouvez un accord avec vos créanciers, au lieu de rembourser 100% de vos dettes, vous allez devoir rembourser qu'une partie, par exemple 80%, 50%, 60%, tout ça sera discuté avec les créanciers et avec le tribunal. Mais donc, il y a là à la fois une possibilité de vous redresser et d'apurer vos dettes, éventuellement partiellement, avec une partie qui serait acquittée
de manière théorique. C'est donc une procédure importante parce que le dépôt de la requête va faire qu'effectivement vous allez avoir un juge délégué qui va être nommé pour vous assister et examiner votre situation, mais aussi cela va arrêter toutes les procédures d'exécution à votre encontre. C'est-à-dire que si vous avez eu pendant quelque temps les huissiers qui venaient frapper à votre porte en disant « je vais saisir votre télévision ou votre voiture », à partir du dépôt de la requête, cela n'est plus possible. Vous allez pouvoir respirer et de nouveau, effectivement, voir l'avenir et comprendre comment vous devez faire pour vous en sortir et avoir une stratégie de sortie de crise. Parce que c'est réellement le but, c'est une stratégie de sortie de crise que vous allez devoir construire et que vous allez soumettre au tribunal et à vos créanciers. Donc je disais, procédure, début, requête, juge délégué. En principe, vous êtes convoqué dans les 15 jours devant le tribunal pour expliquer votre position. Donc vous voyez que les délais sont très courts. Requête, le même jour un juge délégué, 15 jours après, vous êtes déjà en audience publique pour expliquer au tribunal la situation de votre entreprise. Et j'ai bien dit que c'est le tribunal de l'entreprise, ce qui est important parce que vous allez comparaître devant 3 magistrats. Vous allez avoir un magistrat professionnel et vous allez avoir deux magistrats qui sont des juges que l'on nomme consulaires. Alors c'est important de savoir, les juges consulaires sont des juges qui sont nommés sur présentation du monde économique. Donc ce sont des gens qui connaissent le terrain. Ce ne sont pas des juristes en chambre, ce sont des juristes qui sont eux-mêmes parfois au tribunal, mais dans la vie de tous les jours, ils sont dans les entreprises. Ils gèrent eux-mêmes des entreprises, donc ils comprennent les difficultés d'une entreprise et ils connaissent le marché, ou en tout cas certains marchés. C'est aussi pour ça que votre avocat va pouvoir expliquer de manière concrète, de manière théorique peut-être au juge professionnel ce qui se passe, mais aussi pouvoir expliquer de manière concrète pourquoi les choses sont plus difficiles. Quand nous sommes dans une crise sanitaire comme les derniers temps, c'est relativement facile. Tout le monde a compris qu'effectivement le Covid et les mesures de lockdown ont mis à mal les entreprises. Les explications n'ont pas besoin d'être très longues. Mais il y a d'autres situations, il y a des marchés particuliers, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui font des dizaines de milliers de business et il y a énormément de raisons pour lesquelles momentanément une entreprise peut être en difficulté. Ça peut être simplement une mesure que M. Trump prend aux États-Unis et qui a une répercussion en Belgique au moment où on s'y attend le moins, dans des business dans lesquels on s'y attend le moins. Par exemple, l'importation des vélos électriques de Chine a été fortement marquée par des décisions de M. Trump aux États-Unis. Parce que les moteurs électriques chinois ont été bannis pour une raison qui, pour moi en tout cas, est mystérieuse, mais qui fait que lorsqu'ils arrivent au port d'Anvers, ils sont arrêtés par la douane. Ce qui fait que toute la filière de vente de vélos électriques a été affectée en Belgique. Donc ce sont des impacts parfois inattendus que l'on doit expliquer au tribunal pour justifier la procédure. Alors procédure de réorganisation. Pourquoi réorganisation? Parce qu'on va vous demander, d'une part, est-ce que vous êtes sûr que votre business model correspond encore à l'actualité? Est-ce que vous n'avez pas des mesures structurelles intérieures à reprendre? Faut-il diminuer les frais? Faut-il choisir une autre niche sur le marché, etc. Ce sont des mesures que vous allez prendre et suggérer. Personne ne va se mettre à votre place pour le faire. C'est à vous à prendre vos mesures de réorganisation. Ça, c'est le premier volet de la réorganisation. Et le deuxième volet de la réorganisation, il est plus financier. Il s'agit effectivement de soumettre à l'ensemble de vos créanciers qui vont voter un plan de réorganisation, c'est-à-dire que vous allez proposer de rembourser les créanciers, par exemple à 80%, mais pas du jour au lendemain, par exemple dans un plan entre 6 mois et 5 ans maximum. Et donc ça va vous donner de l'oxygène. Donc je vous rappelle que le dépôt de la requête fait en sorte que les mesures d'exécution à votre égard sont arrêtées, ce qui vous donne un premier moment de souffle, et ensuite vous allez pouvoir avoir un second souffle, c'est apurer vos dettes lentement en fonction de la réalité de votre entreprise et de la marge que vous allez sortir dans le futur. Donc ça c'est la réorganisation. Cette réorganisation elle est soumise au tribunal et aux créanciers. Mais ce qui est important de souligner, c'est que
ce sont les créanciers qui votent, qui vont accepter votre plan. Le tribunal va simplement entériner un vote des créanciers qui sont convoqués devant lui. Parce que le vote est organisé par le tribunal. Donc ce n'est pas vous qui allez organiser ça dans votre salon. Le tribunal va convoquer l'ensemble de vos créanciers et va leur dire, mesdames, messieurs, voilà ce qu'on vous propose. 75% de votre dette en 5 ans. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? C'est les créanciers qui votent. Si les créanciers disent oui, le tribunal va entériner, sauf éventuellement en contradiction avec l'ordre public. Ce sont des choses qui arrivent fort rarement, heureusement. Donc, procédure de réorganisation judiciaire parce que nous sommes devant le tribunal et qu'une fois que l'accord des créanciers a été donné, il va être entériné dans un jugement qui sera exécutoire à l'égard de tout le monde. Il ne sera plus question de revenir en arrière après. Éventuellement, il peut y avoir l'appel une procédure d'appel, mais une fois qu'il est entériné et que le jugement est définitif, il n'y a plus de marche arrière, il faut l'exécuter. Et il est opposable à l'ensemble des créanciers. Et ça, c'est un point important, c'est que vous avez besoin d'une majorité de vos créanciers qui soient d'accord avec votre plan de réorganisation. Vous n'avez pas nécessairement besoin de 100% d'accord. Vous devez avoir une majorité qui est déterminée par la loi. Pour certains créanciers, une majorité est qualifiée différente que pour les créanciers ordinaires. Mais même les créanciers que l'on appelle des créanciers de l'État, comme la TVA ou l'ONSS, etc., les cotisations sociales, peuvent être affectés dans le montant qui doit être remboursé. C'est particulièrement important, par exemple, pour les pénalités de retard, les intérêts de retard, etc. Et je reviens à ce sujet en arrière un instant sur le dépôt de la requête. Lorsque vous déposez votre requête, les intérêts à votre égard cessent de courir. Donc, procédure de réorganisation judiciaire, c'est un des moyens qui est prévu par la loi sur la continuité. Il y a d'autres moyens qui sont prévus par cette loi sur la continuité, qui sont par exemple la désignation d'un médiateur. Cette loi permet à une entreprise saine qui est momentanément en difficulté de se réorganiser et de se réorganiser sous la protection du tribunal. Donc c'est extrêmement important. Bon, je vous ai esquissé très rapidement ce que c'est la loi sur la continuité de l'entreprise et plus particulièrement sur la réorganisation judiciaire. Je pense que c'est un outil important, surtout par les temps qui courent, si vous êtes en difficulté momentanée de trésorerie, ou plus fondamentalement, si effectivement vous avez des difficultés dans la gestion de votre entreprise au quotidien. Mais je voudrais attirer votre attention sur un vieil adage qui est « il vaut mieux prévenir que guérir ». Que veux-je dire par là? Dans ma pratique, je suis avocat depuis 1982, spécialisé dans le droit des sociétés depuis lors. J'ai souvent remarqué, et c'était déjà le cas sous l'ancienne loi sur le concordat, que les entreprises attendent le dernier moment pour se référer au tribunal. On n'anticipe pas suffisamment vite. Je pense qu'il y a effectivement un problème psychologique des indépendants et des dirigeants d'entreprise de se dire « je ne vais pas aller me plaindre au tribunal, je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang ». Le problème, c'est qu'en se battant tellement longtemps, on finit par démolir la structure même de l'organisation de l'entreprise que vous gérez. Donc il faut agir, il faut anticiper suffisamment à temps. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler avec des professionnels, des avocats ou des experts comptables. Il faut que vous anticipiez suffisamment à temps, parce que même si la procédure est relativement rapide, c'est-à-dire 2 ou 3 mois, il faut quand même reconnaître que si vous attendez la dernière seconde pour agir, vous serez quand même trop tard. Il faut anticiper. C'est un problème psychologique plus qu'économique. Pensez-y à agir à temps. Il vaut mieux prendre un conseil avant que d'attendre trop longtemps. C'était de la psychologie, ce n'est pas mon domaine, mais je pensais quand même devoir attirer votre attention là-dessus. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit en commençant, j'ai esquissé une partie de la loi sur la continuité de l'entreprise sur les possibilités de gérer l'insolvabilité. Vous trouverez sur le site du cabinet, et probablement bientôt sur le site de Fiducial également, une note qui va un peu plus loin dans les explications sur la loi sur la continuité. Donc n'hésitez pas à aller la lire. S'il y a des questions, posez-les à votre conseil habituel. Il sera de bons conseils. Ce court exposé, cette capsule comme on dit maintenant en termes techniques, c'est
est là uniquement pour attirer votre attention sur le fait qu'il existe des moyens juridiques pour gérer des insolvabilités momentanées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle mon nom. Mon nom est Johan van den Ende, associé fondateur du cabinet VDE Légal, spécialisé en droit des sociétés depuis 1982. Et vous trouverez sur le site du cabinet un texte qui est plus explicatif que le court exposé que je viens de vous faire. Et je ne vous cache pas que c'est la première fois que je parle en face d'une caméra. Merci.